quatrième et dernière partie de cette épreuve ESSEC, on va appliquer finalement ce qui a été fait auparavant à des variables aléatoires. Alors, la partie 4, qui commence à la question 14, justifie que la suite A appartient à B de 1. Qu'est-ce que c'est que la suite A? Eh bien, c'est la suite des P de Xn. Bon. Être dans B de 1, c'est avoir une limite égale à 0 pour la suite AN multipliée par 1 à la puissance n, bref, pour la suite AN. Il faut qu'on démontre que la suite AN converge vers 0. Et ben, ça, c'est assez facile, puisque la somme des AN, qui est la somme des P de X égale N, converge, et la somme vaut 1. Bon, ça, on n'a pas besoin de cette information à ce niveau-là. Et donc, comme la série converge, eh bien, la suite tend vers 0. Donc, AN tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où AN multiplié par 1 à la puissance n converge vers 0. La suite A appartient donc bien à B de 1. Vous voyez que quand je dis que de temps en temps il y a des questions très faciles qui sont disséminées de ci, de là, bah, c'est pas faux. Question 14b. En déduire qu'il existe un réel R au moins égal à 1, donc supérieur ou égal à 1, tel que g de x soit défini et de classe C infinie sur moins RR. Donc ça, c'est une question qui pourrait être très compliquée, mais heureusement, on a fait des questions, on a répondu à des questions avant, et la question qui nous donne cette information-là, c'est la question 9b. D'après la question 9b, vous avez Gx qui sera égal, dans ce cas-là, à FA, et de classe C infini, sur moins 1. Et donc, peut-être même sur un intervalle plus grand, hein, donc, il existe R supérieur ou égal à 1, on a vu que ça marchait pour 1, et que ça marche pour tout R inférieur à 1, hein, tel que Gx est défini et c'est infini sur moins RR. Peut-être que c'est juste pour 1, peut-être que c'est pour des nombres plus grands que 1, ça on ne sait pas dire. Mais en tout cas, on a montré qu'il existait un nombre au moins égal à 1, puisqu'on a vu que ça fonctionnait pour 1. Question 15. Un premier exemple. Donc, on suppose tout d'abord que x suit une loi de Poisson de paramètre 1, déterminer la fonction gx, vérifier qu'elle est de classe C infini sur R, et pour tout S de n, calculer gx dérivé S fois en 1. Donc ça fait beaucoup de choses pour cette question, mais heureusement, ce ne sont pas des choses très compliquées. Bon. On a donc que x suit la loi de Poisson de paramètre 1. Donc, on connaît son cours. C'est-à-dire que pour tout cas appartenant à n, la probabilité que x soit égal à k, eh bien, c'est donc exponentielle de moins lambda, donc exponentielle de moins 1, multiplié par lambda à la puissance k, divisé par factoriel k. Bref, c'est exponentielle de moins 1 sur factoriel k. Et donc, notre fonction gx, alors, je ne vais pas mettre pour tout x appartenant à R, gx, je vais plutôt sous réserve d'existence, mais on sait que la fonction gx, elle va être définie au moins sur moins 1 d'après la question qui précède. Gx de x, c'est quoi? Ça sera donc la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, des p de x égale n, multiplié par x
à la puissance n, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, d exponentielle de moins 1, x à la puissance n sur factoriel n. Or, la série somme des x puissance n sur factoriel n converge pour tout réel x vers en plus exponentielle de x. Conclusion, la fonction gx qui a x associe, donc exponentielle de moins 1, somme pour n allant de 0 à plus l'infini des x puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 multiplié par exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x moins 1, est bien définie sur R. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. De plus, la fonction qui a x associe exponentielle de x moins 1 est de classe C infini sur R. C'est une fonction exponentielle. La composée d'une exponentielle et d'une fonction polynôme. Hein. De l'exponentielle, pas d, mais de l'exponentielle et d'une fonction affine. Voilà. Et ensuite, on va calculer la dérivée S ième de g de x, soit x appartenant à R. Vous avez gx dérivée s fois de x qui va être égal à exponentielle de x moins 1. Donc, pour tout s appartenant à n, gx dérivée s fois de 1 vaut exponentielle de 1 moins 1, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Encore une question pas bien compliquée. Alors pas bien compliquée, mais bon, il y a quand même un petit peu de travail à faire et un lien avec les autres questions. Vous pouvez faire du lien avec les autres questions, même si vous n'avez pas fait effectivement ces questions-là. Alors, on suppose maintenant que x est une variable aléatoire discrète, définie sur un espace probabilisé oméga p, donc ça c'est classique, tel que x de oméga égale n, très bien, et vérifiant gx égale fa, bon classique, est défini sur R de classe C infini sur R, et pour tout S de n, fa dérivé S fois en 1 est égal à 1. Justifier que l'hypothèse H du 3 est réalisée et déterminer à n tel que déterminer n pour tout n appartenant à n. Quelle est la loi de x? Donc encore plein de petites choses à faire dans cette question-là. Alors déjà, l'hypothèse grand 3, c'est quoi? C'est que il existe un réel ρ strictement supérieur à 1, tel que la suite des fa de 1, fa dérivé n fois en 1 sur factoriel n, multiplié par ρn, converge vers 0. Bon. Donc déjà, pour cette question-là, on remarque que la suite bn en question, pour l'hypothèse H, on a Bn est égal à fa dérivé n fois en 1 sur factoriel n, et on a fait l'hypothèse que cette chose-là vaut toujours 1, donc ça vaut 1 sur factoriel n. Très bien. Et cette suite-là, et pour tout n, pour tout x appartenant à R, vous avez x puissance n sur factoriel n qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc si on prend par exemple, puisqu'il doit exister un nombre strictement supérieur à 1, donc par exemple ça marche avec 2, 2 puissance n sur factoriel n va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Il existe donc un réel ρ strictement supérieur à 1, donc ici j'ai choisi 2, tel que la suite 1 sur factoriel n ρ puissance n converge vers 0. Donc l'hypothèse
H est ici vérifié. Première partie de la question réglée. Alors, j'ai envie de dire que dans ces questions-là, le plus difficile, c'est de ne pas en oublier un morceau en passant, parce qu'il y a 4 lignes de questions, tout est bien tassé, et il ne faut pas en oublier un morceau. Déterminer AN pour tout n de grand N. Donc ici, on nous a dit que pour tout n de grand N... non, pardon. Donc on l'a à la question... La formule de réciprocité, c'est la question 12D, si je ne dis pas de bêtises. D'après la question 12D, pour tout n appartenant à n est égal à la somme pour... Alors, je vais reprendre exactement la notation pour n allant de S à plus l'infini des moins 1 puissance n moins S, S parmi n, Bn, c'est-à-dire la somme pour n allant de S à plus l'infini des moins 1 puissance n moins S, S parmi n, multiplié par 1 sur factoriel n, si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai écrit. Ça a l'air bien. Et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Vous avez la somme pour n allant de S à plus l'infini des moins 1 puissance n moins S factoriel n sur factoriel n factoriel S factoriel n moins S. Je découpe mon coefficient binomial. Bon. Le factoriel s'en va. Le 1 sur factoriel S, je peux le sortir. Et il me reste la somme pour n allant de S à plus l'infini des moins 1 puissance n moins S sur factoriel de n moins S. Petit changement d'indice. Donc je vais avoir 1 sur factoriel S. Somme pour k par exemple allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k divisé par factoriel k en posant k égale n moins s. Une nouvelle page, ça commence à en faire des pages. Et donc on a 1 sur factoriel s et on reconnaît une exponentielle, hein, exponentielle de moins 1. Conclusion. Pour toute n appartenant à n est égal à exponentielle de moins 1 sur factoriel n. Encore un petit bout de la question à laquelle on a répondu. Ensuite, alors, je vais remonter pour revoir la question 12D. Quelle est la loi de x? Alors, quel est le lien entre an et la loi de x? On a donc... Pour tout n appartenant à n, la probabilité d'avoir x égale n, qui est égale à an, qui est égale à exponentielle de moins 1 sur factoriel n. Ben ça, c'est la loi de Poisson. Hein. Conclusion. X suit la loi de Poisson de paramètre 1. La question 15, on ne peut pas tellement dire que c'était une question très difficile. Passons à la question 16. Un deuxième exemple. On suppose cette fois, alors P est dans 0,1, Q égale 1 moins P, notation très classique. On suppose que x plus 1 suit une loi géométrique de paramètre P, déterminer la suite an, puis la fonction gx. Bon. Si x plus 1 suit une loi géométrique de paramètre P, alors pour tout n appartenant à n étoile, la probabilité que x plus 1 soit égal à n est égale donc à q puissance n-1 multiplié par p. Classique des lois géométriques que on doit bien connaître. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? an, c'est p de x égale n. Bon. Donc, si je me donne un entier n,
J'ai donc AN qui est P de x égale n, c'est-à-dire P de x plus 1 égale n plus 1. Hein. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à Q puissance n multiplié par P. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait? De déterminer AN. Bon, ça c'est réglé. Ensuite, puis la fonction gx. Alors, pour gx, qu'est-ce qu'il nous faut? Là aussi, sous réserve d'existence. Vous avez gx de x qui va être égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des q puissance n p x puissance n, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des p qx, le tout à la puissance n. Or, cette série va converger uniquement si pq est strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Cette série ne converge que si qx en valeur absolue est strictement plus petit que 1. Sinon, dans un cas de divergence, c'est une série géométrique. Ce qui revient à dire, donc c'est-à-dire si et seulement si ne converge. Alors cette série converge, je ne vais pas marquer ne converge que, je vais plutôt marquer converge si et seulement si. Si et seulement si, donc q est entre, non c'est pas q qu'il nous faut, c'est x, ça reviendra au même, mais c'est mieux comme ça, entre moins 1 sur q et 1 sur q. De cette façon, qx sera bien compris entre moins 1 et 1 strictement. Et donc, finalement, pour tout x appartenant à moins 1 sur q, 1 sur q, vous avez gx de x qui sera égal à p multiplié par la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de qx, le tout à la puissance n. C'est une série géométrique, tout ce qui est Eliade-Kalstig, donc on aura p sur 1 moins qx. Et voilà donc notre fonction gx. Nous, pour tout x appartenant à moins 1 sur q, 1 sur q, gx de x est égal à p sur 1 moins qx. Comme le dénominateur ne s'annule pas, on a un quotient même un inverse en fait, d'une fonction polynomiale, donc pas de problème, on a une fonction de classe C infini. Comme le dénominateur ne s'annule pas, sur moins 1 sur q, 1 sur q, gx y est de classe c'est infini. Je ne me rappelle même plus si on nous demandait exactement ça. On va vérifier. Si, c'est infini. Et puis après, exactement comme à la question d'avant, calculer la dérivée sième. Soit s appartenant à n et x appartenant à moins 1 sur q. 1 sur q. Alors, on va calculer cette dérivée, alors qui ne va pas être, ça va pas être aussi simple que ça de la calculer. Est-ce qu'on pourrait faire des choses un petit peu plus sympathiques? Je ne sais pas. Donc si on calcule d'abord g'x de x, on aura p. Ensuite, on a une fonction de la forme 1 sur u, donc moins u', donc moins u' sur u carré. Ce qui va nous faire du pq sur 1 moins qx au carré. Bon. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand on va dériver davantage? Donc là, c'est pas, on va y arriver. Hein. La dérivée seconde de x
On aura donc PQ, je vais écrire ça comme ça, 1 moins QX au carré, multiplié donc par 2, multiplié par U', multiplié par... ici j'ai mis 2, mais c'est moins 2, donc ici on a moins 2, heureusement. Multiplié par 1 moins QX à la puissance moins 3. C'est-à-dire que l'on va avoir 2 PQ au carré, 1 moins QX à la puissance moins 3. Bon. Quand on va dériver ça, on va avoir le 2 qui va être multiplié par 3, donc ça va probablement nous faire du factoriel. La puissance en Q, elle va certainement augmenter de 1, et cette puissance-là, le moins 3, il va passer à moins 4, et ainsi de suite. Donc, globalement, on peut émettre la conjecture suivante. Quel que soit S appartenant à N, Gx dérivé S fois en X va être égal à, alors 2 qui va être multiplié par 3, puis par 4, et ainsi de suite. On va avoir du factoriel S. Le P, il n'y en a qu'un seul. Le Q, lui, va être à la puissance S. 1 moins QX qui ne changera pas, mais à la puissance, donc vous voyez qu'ici on a 3, ici on n'a que 2, donc on aurait du moins S moins 1. On va montrer ça par récurrence. Pour S égale 0, S égale 1 et S égale 2, on vient de le faire. Soit S appartenant à N, tel que Gx dérivé S fois de X est égal à factoriel S, PQ à la puissance S, 1 moins QX à la puissance moins S moins 1. Gx dérivé S plus une fois en X, ça sera donc Gx dérivé S fois prime en X, c'est-à-dire factoriel S, PQ puissance S, multiplié par moins S moins 1, multiplié par moins Q, multiplié par 1 moins QX à la puissance moins S moins 1 moins 1, c'est-à-dire que l'on va avoir factoriel S, PQ puissance S. Alors, je vais avoir un moins ici qui va s'arranger que celui-là, donc je vais avoir du S plus 1 multiplié par Q. 1 moins QX à la puissance moins S moins 2, c'est-à-dire le S plus 1, je l'arrange avec le factoriel S, ça me fait du factoriel de S plus 1, PQ puissance S plus 1, 1 moins QX à la puissance moins S moins 2. Ça marche, donc la proposition est héréditaire. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout S appartenant à N, Gx dérivé S fois en X est égal à factoriel S, PQ puissance S, 1 moins QX à la puissance moins S moins 1. Et c'est ça qui nous intéressait. Alors, on ne nous demandait pas tout à fait ça, donc ça, je vais l'encadrer de cette couleur-là. Tac. On en déduit ce que l'on veut. On en déduit que pour tout S appartenant à N, Gx dérivé S fois en 1, puisque c'est ça qui nous intéressait, va être égal à factoriel S, PQ puissance S, 1 moins Q puissance moins S moins 1, c'est-à-dire factoriel S, PQ puissance S, sur 1 moins Q puissance S plus 1. Mais 1 moins Q, c'est P en fait. Hein. Oui. Et donc on va avoir du factoriel S, PQ puissance S divisé par P puissance S plus 1,
c'est-à-dire factoriel S, Q puissance S sur P puissance S, c'est-à-dire factoriel S, Q sur P, le tout à la puissance S. Conclusion. Pour tout S appartenant à N, Gx dérivé S fois en 1 est égal à factoriel S, Q sur P, le tout à la puissance S. Hop, encore un bout de la question de fait. Et ben on a terminé cette question. 16b. On suppose maintenant que P est supérieur à 1,5, vérifiez que Q sur P est strictement plus grand que 1. Bon. Si P est strictement plus grand que 1,5, alors Q qui est égal à 1 moins P va être strictement plus petit que 1,5. Donc Q sur P est le quotient d'un nombre positif par un nombre strictement positif plus grand. Dès que vous faites un plus petit divisé par un plus grand, le résultat est strictement plus petit que 1. D'où Q sur P est strictement plus petit que 1. Pour un qui se reconnaîtra si jamais il regarde cette vidéo, oui, des fois on peut expliquer des choses en faisant des phrases, mais quand c'est bien fait. Deuxième partie de cette question, on considère une variable aléatoire discrète définie sur un nœud classique, tel que x d'oméga égale n, bref. On suppose de plus que la fonction gx est définie et de classe C infinie, et que pour tout S appartenant à S, fa de 1 sur factoriel S est égal à Q sur P à la puissance S. Justifier que l'hypothèse du 3 est réalisée et déterminée à n. Bon. Eh bien, l'hypothèse du 3, c'est donc montrer que montrons qu'il existe un ρ strictement plus grand que 1, tel que Q sur P à la puissance n, ρ à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Bon. Q sur P est strictement plus petit que 1, et donc je vais pouvoir le multiplier par n'importe quel quelque chose à la puissance n. Alors, par n'importe quel... Non, pas par n'importe lequel. Ici, Q sur P est strictement plus petit que 1. Donc, P sur Q va être strictement plus grand que 1. Alors, si je multiplie par P sur Q à la puissance n, évidemment, ça ne va pas fonctionner, puisque ça me fera du 1 à la puissance n qui ne va pas tendre vers 0. Il faut donc que je multiplie par quelque chose qui soit légèrement qui soit supérieur à 1, mais légèrement plus petit que P sur Q. Soit, posons, ρ égale, je vais faire à mi-chemin entre 1 et P sur Q. 1 plus P sur Q sur 2. Pourquoi je fais ça? Parce que le produit, ici donc ρ est strictement plus grand que 1, pas de problème. Et le produit Q sur P multiplié par 1 plus P sur Q sur 2, lui va être, le produit des deux va rester strictement plus petit que 1. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir montrer ça? Donc ici, on va avoir du Q sur P sur 2 plus 1 demi. Or,
Q sur P est strictement plus petit que 1, donc Q sur P sur 2 est strictement plus petit que 1 demi. Donc Q sur P multiplié par ρ reste strictement plus petit que 1. En conséquence, Q sur P multiplié par ρ, le tout à la puissance n, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc il existe un ρ strictement plus grand que 1, tel que la suite Bn égale, alors telle que la suite Bn, ρ n converge vers 0, avec Bn qui est égal à Q sur P à la puissance n. Je peux ajouter l'hypothèse 3 et vérifier. L'hypothèse 3, l'hypothèse H, et donc vérifier. Ensuite, on me demande de déterminer à n. On va faire exactement comme on a fait précédemment. Pour tout S appartenant à n, AS, ça sera, d'après la question, je ne sais plus laquelle, c'est toujours la 12D, je crois. Donc de n allant de S à plus l'infini, d moins 1 puissance n moins S. S parmi n, Q sur P à la puissance n. Donc, je vais essayer de faire apparaître quelque chose qui va bien. Je cherche mes mots. Bref, peu importe. Donc ici, comment est-ce qu'on peut s'arranger? On a un machin avec une puissance, un machin avec une puissance. Donc je vais sortir du Q sur P à la puissance S, multiplié par la somme pour n allant de S à plus l'infini, des S parmi n, moins Q sur P à la puissance n-s. Ok, et là aussi, est-ce qu'on fait un changement d'indice de variable ou pas? C'est une bonne question. Non, pas la peine, puisque ce truc-là, on l'a déjà traité. On l'a déjà traité à la question 10b. Et donc, d'après la question 10b, c'est égal à quoi? C'est égal à Q sur P à la puissance S, multiplié par 1 sur 1 moins Q sur P, le tout à la puissance S plus 1, d'après la question 10b. Tout ça parce que Q sur P est strictement plus petit que 1. Alors, on va donc avoir Q sur P à la puissance S, 1 sur 1 plus Q sur P, le tout à la puissance S plus 1. C'est-à-dire que l'on va avoir du Q puissance S divisé par P puissance, je multiplie ici par P, donc ce qui permet d'avoir du P puissance S plus 1 facteur de 1 plus Q sur P à la puissance S plus 1, c'est-à-dire donc PQ à la puissance S sur P puissance S plus 1 plus plus Q à la puissance... P plus Q, le tout à la puissance S plus 1. Et ça fait 1. On a donc PQ à la puissance S. Et donc finalement, pour tout S
pour tout n, on va écrire ça comme ça sera plus joli. AN est égal à PQ à la puissance n. Est-ce qu'on nous demandait autre chose dans cette question? Non. Enfin si, pardon. Quelle est la loi de x plus 1? Si on regarde ce AN, eh bien, PQ puissance n, ça remonte un petit peu, ça remonte un petit peu, ben, on a ça, hein, donc x plus 1 suit une loi géométrique, suit la loi géométrique de paramètre P. Donc des questions un petit peu longues, ces questions 15 et 16, mais finalement pas très très compliquées. Dernière question, enfin dernier lot de questions. Question 17. On suppose dans cette question que x de oméga est inclus dans 0D où D est un entier de n étoile. Très bien, on note RD, le sous-espace des fonctions de R de R, constitué des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à D. Classique. Donc là, j'ai reformulé un petit peu cette question parce que la première formulation n'était pas tout à fait, collait pas tout à fait au nouveau programme, mais c'est juste de la reformulation, ça ne change pas grand-chose au fond des problèmes de cette question. Donc on nous rappelle une base de l'ensemble, on nous définit la fonction h0 et la fonction hs, qui sont des fonctions polynomiales, hein. Montrer que la famille HS est une base de RD crochet X. Bon. Déjà, on peut remarquer que le degré de la fonction HS, pour tout S, il est égal à S. Pour tout S appartenant à 0D, le degré de la fonction HS est égal à S. Donc, de plus, ces fonctions sont polynomiales, hein. Pour tout S appartenant à 0D, HS est polynomial. Donc, la fonction pour tout S appartenant à 0D, vous avez HS qui appartient à RD crochet X. C'est un premier impératif pour en être une base. Deuxièmement, la famille HS est une famille de fonctions, de degré échelonné. Elle est donc libre. Elle contient D plus un vecteur dans un espace de dimension D plus 1, de dimension. Donc, la famille HS est une base de RD crochet X. Hop. Question encore pas du tout compliquée. On note delta défini sur RD crochet X par machin. Bon. Oups. Montrer que delta est un endomorphisme de RD crochet X. Bon. Une question toute simple là encore. Question un petit peu agaçante finalement. Remarquons que pour tout P appartenant à RD crochet X, delta de P appartient à R crochet X et le degré de delta de P est inférieur ou égal au degré de P de X plus 1. Alors j'aime pas trop noter ça comme ça, mais au degré de
au max du degré de P de x et de P de x plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à D. Donc, delta de P est dans RD crochet X. Donc déjà, on arrive dans le bon ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Il nous reste à montrer que cette application est linéaire. Soit lambda un réel, P et Q, deux fonctions polynomiales de RD crochet X au carré. Et donc on va avoir delta de lambda P plus Q de X, on se donne un réel X. Donc là on va avoir lambda P de X plus 1 plus Q de X plus 1 moins lambda P de X plus Q de X. C'est-à-dire lambda facteur de P de X plus 1 moins P de X plus Q de X plus 1 moins Q de X. Il y a zéro réflexion là-dedans. Delta de P de X plus lambda, delta de P de X. Alors même s'il n'y a pas de réflexion, on va quand même faire attention à ce qu'on écrit. Donc, delta est linéaire. Elle est linéaire, elle arrive dans le bon ensemble. Conclusion. Delta est un endomorphisme de RD crochet X. Hop. On voit que ça commence à être chargé, parce que ça met du temps pour sauvegarder. On a fait la question C, on a fait la question B, on passe à la question C. Montrer que non, c'est là, c'est montrer que delta de H0 est égal à 0. Bon bah, ok. Delta, alors, soit X appartenant à R, delta de H0 de X, ça sera donc 1 de X moins 1 moins 1 de X, 1 de X plus 1 moins 1 de X vaut 0. D'où delta de H0, c'est la fonction nulle. Et encore, pour tout S appartenant à un D, delta de HS est égal à H. Delta de HS est égal à HS moins 1, soit X appartenant à R. Delta de HS de X, c'est donc HS de X plus 1 moins HS de X. C'est bien ça. C'est-à-dire, eh bien, HS de X plus 1, on va donc avoir 1 sur factoriel S. Le produit pour K allant de 0 à S moins 1, donc des X plus 1 moins K, moins 1 sur factoriel S, produit pour K allant de 0 à S moins 1, des X moins K. Page après. Donc on va avoir du 1 sur factoriel S. Et alors, si on regarde bien, les comment dire, les 1 moins K, ou les moins K, en fait c'est des moins K plus 1 en fait, hein, on va pouvoir avoir une espèce de, comment dire, de, je cherche là encore mes mots, de, zut, de télescopage. Ça ne sera pas exactement du télescopage, mais ça va y ressembler. Donc, on va avoir le 1 sur factoriel S, lui, il reste, c'est sûr. Et ensuite, alors, dans le premier morceau, il y a
Donc on va avoir le x plus 1 que je vais laisser là. Ensuite, on va avoir du produit pour k allant de 1 à s moins 1 d x plus 1 moins k. Et quand x va être égal à s moins 1, on aura du s moins k. Alors, est-ce qu'il faut vraiment garder le x plus 1 ? À la fin, ici, on va avoir donc, du s moins k. Est-ce que j'ai bien recopié tout d'un coup, j'ai un petit doute. Oui, c'est pas le x qui varie, c'est le k. Donc, c'est pour ça que ça n'allait pas. Donc, ça marche comme ça. Moins le produit. Alors là, c'est le dernier que je vais laisser. Donc, le dernier, on va avoir x moins s plus 1. Facteur du produit pour k allant de 0 à s moins 1 dx moins k. Ok. Et en fait, modulo. Alors ici, pardon. S-2. Modulo un changement d'indice, donc dans le premier. Donc ici, on va avoir x plus 1. Facteur du produit pour L allant de 0 à S moins 2, dx moins L, petit changement d'indice, moins x moins S plus 1. Facteur du produit pour K allant de 0 à S moins 2, dx moins K. En posant L est égal à K-1. Et donc, on n'a pas vraiment du télescopage au sens des sommes, hein, mais on va pouvoir mettre tout ce morceau-là en facteur. Donc, on va avoir du x plus 1 moins x moins s plus 1. Facteur du produit pour k allant de 0 à s moins 2 dx moins k. C'est-à-dire que l'on a s sur factoriel s, produit pour k allant de 0 à s moins 2, dx moins k, c'est-à-dire 1 sur factoriel de s moins 1, produit pour k allant de 0 à s moins 2 dx moins k. Et d'après ce que nous dit l'énoncé, ça c'est exactement h s moins 1 de x. Ensuite, hs de 0, c'est quoi? Ben, c'est 0 multiplié par 0 moins 1 sur factoriel s, et ça vaut 0. Nous, delta de hs, c'est bien hs moins 1, et hs de 0 vaut bien 0. Un petit peu de calcul, on commence un petit peu à fatiguer, mais là non plus, c'est pas très très compliqué. On arrive à la question D. Montrez que pour tout D appartenant à RD crochet X, pour tout X appartenant à R, P de X égale un certain machin. Bon. On sait que la... Comment dire? On sait que la famille HS est une base de RD crochet X. Tout polynôme P peut donc s'y décomposer de façon unique. Ça, c'est juste le fait d'utiliser que c'est une base.
Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver les coordonnées. Donc, si je me donne un polynôme P, je devrais dire une fonction polynomiale dans R décroché X, il existe des coefficients alpha 0, alpha D appartenant à R D plus 1, tels que pour tout X appartenant à R, P de X, ce soit la somme pour K allant de 0 à D, D alpha K, H K de X. Bon. Et on va s'intéresser à la somme dont on nous parle. Seulement pour ça, il va falloir calculer delta S. Alors, pour tout S appartenant à 0D, pas de problème. Delta S est une application linéaire. Et même mieux que ça, est un endomorphisme de R décroché X en tant que composé de telles applications. Donc si je calcule, je me donne un réel X, et je calcule la somme pour S allant de 0 à D, 2 delta S de P, qui est la somme pour K allant de 0 à D, des alpha K, HK de X. Alors des alpha K, HK, que j'évalue en 0, et je remultiplie ça par HS de X. Et donc, ça va être égal à la somme pour S allant de 0 à D. J'ai une application linéaire, donc je vais avoir une somme pour K allant de 0 à D, des alpha K, delta S de HK de 0, tout ça multiplié par HS de X. Or, il se trouve qu'on va être en mesure de calculer nos delta S de HK de 0. Or, qu'est-ce qu'on a comme information? Delta de HS est égal à HS moins 1. Et HS est de degré S. Bon. Donc finalement, comme à chaque fois vous retirez un degré, tout va dépendre de la valeur finalement du rapport en fait qu'il y a entre S et K. Si on regarde bien les choses, on peut écrire une formule en itérant le résultat de la question précédente. Alors on pourrait le montrer par récurrence pour un petit peu plus de rigueur, mais on a déjà fait une récurrence juste avant. Donc le delta S de HK, soit vous avez pour HK un degré suffisant et vous allez retirer des degrés, mais il va vous en rester quand même. Donc vous allez avoir du HK moins S si jamais S est inférieur ou égal à K. Et vous avez 0, puisque à force de dériver, si vous dérivez, en fait non, on ne dérive pas, si on perd un degré, c'est une espèce de dérivée discrète en fait le delta, c'est pour ça. Mais si on perd un degré à chaque fois et que vous n'êtes pas de degré suffisant, eh bien vous arrivez à un polynôme de degré, au polynôme nul en fait, si jamais S est strictement plus grand que K. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le HK de 0. Et le delta S de HK pris en 0, soit vous avez S qui est différent de K, et dans ce cas-là, vous avez, si S différent de K,
Soit vous avez un h d'un truc positif de 0 et ça vous fait 0 d'après donc c'est hk moins s si jamais s n'est pas égal à k, et vous avez h0 de 0, c'est-à-dire 1 si jamais s est égal pardon, si ici non, si s est égal à k, d'après la question précédente. Alors pourquoi ça fait 0? Soit vous êtes un h quelque chose de 0 qui fait 0 d'après ce qu'on a dit avant, soit ça vaut 0, hein, et dans ce cas-là, c'est 0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre somme qui est ici, la somme pour s allant de 0 à d, 2, la somme pour k allant de 0 à d, des alpha k delta s de hk de 0, tout ça hs de x. C'est bien ça. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste dans la somme que ce qui se passe lorsque s est égal à k. Donc on a la somme pour s allant de 0 à d, des alpha s, multiplié par 1, multiplié par hs de x, c'est-à-dire p de x. Conclusion. Donc là, cette question est un petit peu pas forcément aisée à faire, et surtout à voir le lien avec ce qui précède. Pour tout p appartenant à rd crochet x, pour tout x appartenant à r, vous avez p de x qui s'écrit comme cette somme. S allant de 0 à d, des delta s de p en 0, multiplié par hs de x. Là, l'air de rien, hein, c'est du travail sur les polynômes. Hein. Enfin, l'air de rien. Non, c'est pas l'air de rien du tout. Hein, c'est du travail sur les polynômes. En déduire que pour tout cas, n puissance k égale machin. Bon. Multiplié par hs de n. Alors est-ce que... Ouais, je me rends compte qu'il y avait une petite faute de frappe à cet endroit-là. Ici j'ai mis delta S de P, mais ça serait plutôt delta S de ES. En appliquant la question précédente, pour P égale EK, il vient donc pour tout x appartenant à R, EK de x est égal à la somme pour S allant de 0 à D des delta S de EK de 0 multiplié par hs de x, et donc pour tout n appartenant à n, ça c'est x puissance k, vous allez avoir n puissance k est égal à la somme pour s allant de 0 à d des delta s de ek de 0 multiplié par hs de n. Voilà pour cette question E. Passons à la question F. Montrez que pour tout k, l'espérance de xk et e de xk égale machin. Bon. Là, il faut faire le lien évidemment avec la formule qui précède, c'est évident, mais avec la situation du dessus qui va servir aussi.
Question F. Donc, comment calculer l'espérance de xk? L'espérance de xk par le théorème de transfert. Vous avez l'espérance de xk qui est égale à la somme pour n allant de 0 à d des n puissance k multiplié par p de... pardon, c'est pas xk, c'est x à la puissance k, des x est égal à n. C'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à d des n puissance k multiplié par an. Ça sera plus simple que de répéter des p de x égale n. Et ce nk, on vient de dire ce que c'était au-dessus. Donc on va voir ici la somme pour n allant de 0 à d, de la somme pour s allant de 0 à d, des delta s de ek en 0, multiplié par hs de n, multiplié par an. Non, j'ai pas trop mis de parenthèse, ça va. Là-dedans, on peut intervertir les deux sommes sans problème. Donc on va voir la somme pour S allant de 0 à D, de la somme pour N allant de 0 à D, et delta S c'est bien ça, de EK en 0, multiplié par HS de N, multiplié par AN. C'est-à-dire que là-dedans, il y a ce bloc-là que je peux sortir, entre guillemets, de ma deuxième somme. Donc j'ai les delta S. Je suis en train de me rendre compte que mes S, là, je vais peut-être faire des S comme ça, ils ressemblent un peu à des deltas. Donc des delta S de EK de 0, multiplié par la somme pour N allant de 0 à D, des HS de N multiplié par AN. Voilà ce qu'on a, c'est pas très beau. Il faudrait qu'on calcule cette somme de HS de N multipliée par AN. Or, cette somme pour N allant de 0 à D des HS de N à N, ça sera donc la somme pour N allant de 0 à D de quoi des 1 sur factoriel S produit pour alors il faut que je remonte un petit peu, il est là. Alors est-ce que je peux utiliser un K? Oui. Pour K allant de 0 à S moins 1 dn moins K multiplié par AN. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on a fait avant dans cette question-là? On n'a pas du tout parlé de la fonction gx, pourtant ça serait sans doute bien de la faire intervenir, puisqu'on a le bs qui est le fa dérivé s plus une fois. Donc on a ça, et le gx dérivé s fois de 1 alors est-ce qu'on l'aurait déjà rencontré quelque part lui? Pas sûr du tout.
Gx de petit x. Pour faire intervenir le b quelque chose, hein, c'est ça qu'il nous faut, hein, mais il va falloir calculer le Gx. Alors, est-ce qu'on l'aurait vu avant? Le Gx, c'est le FA. C'est-à-dire ici le FA de petit x, c'est-à-dire la somme pour les n, il n'y en a pas tant que ça. Pour n allant de 0 à d, d à n, x à la puissance n. Ok, ça marche. Et donc, Gx dérivé s fois en x. Il faut dériver ça s fois. Donc on va avoir une somme pour n allant de 0 à d, d à n. n-1 jusque n moins s plus 1 multiplié par x à la puissance n moins s, et donc ça marche, c'est bien ça. D'où Gx dérivé s fois en 1, ça sera donc la somme pour n allant de 0 à d, d d à n, produit pour k allant de 0 à s moins 1, dn moins k, multiplié par 1 à la puissance n, c'est bien ça. D'où, conclusion, on en déduit que ce que l'on voulait, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à d, des hs de n à n, c'est 1 sur factoriel s. Gx dérivé s fois en 1, c'est-à-dire que c'est fa dérivé s fois en 1 sur factoriel s, et c'est bien ce que l'on a appelé bs. Et donc on en déduit que l'espérance de x puissance k, c'est donc la somme pour s allant de 0 à d, des delta s de ek, hop, hop, en 0, multiplié par bs. Encore une question pas sympa. Dernière question. Question G. Exemple. On suppose ici que d égale 2, e de x égale 1, e de x carré égale 3 demi. Très bien. Déterminer B0, B1, B2, A0, A1, A2, reconnaître la loi de X. Alors, comment est-ce que l'on va faire ça? Qu'est-ce que l'on a comme information? Il faut calculer les valeurs de delta S de EK de 0 pour s'en sortir. Delta S de EK de 0 pour plein de valeurs en fait, pour K
comme d égale 2, pour k égale 0, 1, 2, et s égale 0, 1, 2. Alors, delta 0 de E0. Alors, déjà, on va voir E0. C'est la fonction qui a x associe 1. E1, c'est la fonction qui a x associe x. E2, c'est la fonction qui a x associe x carré. Donc, delta E0, ça, c'est la fonction qui a x associe 1. Delta 1 de E1, c'est la fonction qui est delta 0. Quand on fait ça, c'est l'identité. Donc c'est la fonction qui a x associe 1, oui. Ça sera la fonction qui a x associe x. Et delta 0 de E2, c'est la fonction qui a x associe x carré. Ça c'est bon. Ensuite, delta de E0. Celle-là, on l'a déjà calculée, en fait, c'est la fonction nulle. Delta de E1, c'est la fonction qui a x associe x plus 1 moins x, c'est-à-dire 1. Delta de E2, c'est la fonction qui a x associe x plus 1 au carré moins x au carré, c'est-à-dire 2x plus 1. Ensuite, delta 2 de E0, c'est la fonction nulle, puisque je réapplique delta à la fonction précédente. Delta 2 de E1, bah, c'est la fonction nulle. Puisqu'ici, j'applique ça à la fonction 1. Et delta 2 de E2, c'est la fonction qui à x va associer deux fois, comme elle est linéaire, delta 2 de x, delta 2 de x, oui, donc qui vaut 0, plus une fois la fonction qui c'est-à-dire 0, c'est-à-dire la fonction nulle. Les delta 2 sont nuls pour tout le monde. Ça, c'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Si je fais du x plus 1, ça fait bien 0. Oui, non, c'est pas ça ici. Je fais du delta, juste une fois delta là-dessus. Et donc si je fais juste du delta là-dessus, delta de x, ça va me faire 1, ça va me faire 2. Ok. X plus 1 moins x, oui ça fait 1. Bon, je pense pas m'être trompé, on verra par la suite si ça ne va pas. Alors, si je regarde l'espérance de x à la puissance 0, c'est l'espérance de 1, ça vaut 1. Ça, c'est facile, même si on ne me la donne pas. Et d'autre part, vous avez donc l'espérance de x à la puissance 0 qui vaut la somme pour s allant de 0 à 2 des delta s de E0 en 0 multiplié par BS. C'est-à-dire delta 0 de E0, ça vaut 1, donc on a une fois B0, plus delta E0 qui vaut 0 fois B1, plus 0 B2, ça vaut donc B0.
Donc B0 égale 1. Ensuite, si je regarde l'espérance de x, l'énoncé nous donne une valeur, elle vaut 1. Et c'est aussi la somme pour S allant de 0 à 2 des delta S de E1 pris en 0 multiplié par BS. Alors, pour S égale 0, on va donc avoir en 0, c'est 0 B0 plus en 1. Donc on a une fois B1 plus 0 fois B2. Donc c'est-à-dire qu'ici on a B1. Donc on a déjà les valeurs de B1 et de B2. Et ensuite on a l'espérance de x au carré qui vaut 3 demi si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et cette chose-là, elle vaut quoi aussi? Elle vaut la somme pour S allant de 0 à 2 des delta S de E2 pris en 0, tout ça de BS. C'est-à-dire, pour S égale 0, donc on a 0 multiplié par B0, plus on va avoir une fois B1 plus 2 fois B2. Et donc finalement on a le système suivant. B0 égale 1, B1 égale 1, B1 plus 2B2 égale 3 demi. B0 égale 1, B1 égale 1, et donc B2, 1 demi, 1 quart. Voilà. Et on va pouvoir trouver les A quelque chose qui vont bien. Alors ça, on a dû avoir une question précédente qui lie les A et les B. Oui. Donc d'après la question 13C, que l'on peut appliquer ici, puisqu'il existe un antinaturel d'après la question 13C, vous avez A0 qui est égal à la somme pour n allant de 0 à 2 des moins 1 puissance n moins s, donc n, s qui vaut 0 parmi 2 multiplié par bn, c'est-à-dire pour n égale 0, s parmi n, pardon. Oui, de toute façon 0 parmi n, ça fera toujours 1. Donc on va avoir ici une fois B0 moins une fois B1 plus B2. C'est-à-dire 1 moins 1, 0, 1 quart. A0 égale 1 quart. Alors est-ce que ça colle avec mes calculs que j'avais fait avant? Oui. Ensuite, on va rajouter une page, on n'est plus à ça près. A1 qui sera donc la somme pour n allant de 0 à 2, ça ne change pas, des moins 1 puissance n moins 1, 1 parmi n, bn. Donc on va avoir... non, pardon, n commence à 1 ici. Donc, une fois 1 parmi n, sachant que n vaut 1, donc on va avoir B1, moins 1 parmi 2, c'est-à-dire 2, B2, et ça nous fait donc 1 moins 2 fois 1 quart, donc 1 moins 1 demi, ce qui nous fait 1 demi. Et A2, qui sera donc la somme pour n allant de 2 à 2, des moins 1 puissance n moins 2, 2 parmi n, bn.
C'est-à-dire que l'on va avoir B2, c'est-à-dire un quart. D'où A0 est égal à... on a dit combien pour A0? Un quart. B0 égale 1 demi. B0. A1 égale 1 demi et A2 égale 1 quart. Bon. On a donc x de oméga qui est égal à... ça, on nous le donner dans l'énoncé. Non, on ne nous le donnait pas dans l'énoncé. Donc 0, 1, 2. Puisque, enfin, on nous le donnait implicitement avec le d égale 2. P de x égale 0 vaut 1 quart. P de x égale 1 vaut 1 demi. Et P de x égale 2 vaut 1 quart. Bon, est-ce qu'on ne connaîtrait pas une loi avec 3, donc c'est pas une Bernoulli, 1 quart, 1 demi, 1 quart, donc celui du milieu qui vaut 2 fois plus, on aurait quand même un petit peu tendance, enfin en tout cas pour moi, hein, à penser à une binomiale en fait, hein, une binomiale avec une binomiale symétrique en fait, hein, donc sans doute avec 1 demi. Regardons la loi, si y suit la loi binomiale 2, pour ici aller jusque 2, hein, et 1 demi pour avoir la symétrie, vous avez y de oméga qui est 0, 1, 2. La probabilité d'avoir y égale 0, eh bien vous avez aucun succès, donc 1 demi au carré, ce qui nous fait bien 1 quart. La probabilité d'avoir y égale 2, donc 2 succès, vous avez vos 2 succès, 1 demi, donc 1 quart. Et la probabilité que y soit égal à 1 vaut 1 moins 2 fois 1 quart, c'est-à-dire 1 demi. On retrouve la même loi. Donc x va suivre la même loi, c'est-à-dire la loi binomiale. 2 tentatives, 1 demi pour la probabilité du succès. Et voilà pour cet exercice.